Qu'il s'agisse de délocalisation, du prix des matières premières ou de pollution, tout aujourd'hui ramène à la Chine, ou plus exactement à la population chinoise. Un petit peu comme si l'avenir du monde dépendait aussi de la démographie de ce pays. Donc aujourd'hui, portrait de cette population chinoise. Première caractéristique, évidemment, sa taille. En 2009, la Chine compte 1,336 milliard d'habitants, ce qui fait que dans le monde, une personne sur 5 est chinoise. On comprend donc pourquoi la moindre évolution de consommation en Chine concerne aussitôt la planète entière. Prenons deux exemples. Avec la hausse du revenu par habitant en Chine, la consommation de certains produits alimentaires, comme le bœuf ou le lait, a fortement augmenté. Or, plus de bœuf et plus de lait, cela veut dire plus de vaches, donc plus de méthane. Car les vaches sont, avec les rizières, de gros producteurs de méthane. Résultat, on prévoit qu'en 2009, la Chine sera devenue le premier émetteur mondial de ce gaz à effet de serre. Même mécanisme pour le gaz carbonique. Avec l'augmentation du pouvoir d'achat des Chinois et la baisse des prix automobiles, les ventes de véhicules explosent. La Chine, qui compte 40 millions de véhicules aujourd'hui, pourrait en compter plus de 130 millions dans 12 ans. Or, qui dit augmentation du nombre de voitures, dit augmentation de la demande en carburant, donc hausse du prix du baril, et puis aussi naturellement hausse des émissions de CO2, dont la Chine, grande utilisatrice de charbon, est déjà le premier émetteur mondial. On est donc là face à un phénomène qui conjugue à la fois croissance économique et croissance démographique. Regardez cette courbe de la population chinoise depuis l'an 0 de l'ère chrétienne. D'après les estimations, elle comptait alors 40 millions de personnes. Depuis, elle a connu 3 grandes phases d'expansion. La première va du 9e au 12e siècle. La population aurait alors doublé grâce au développement de l'irrigation et donc des surfaces cultivables. La seconde démarre au XVIIIe siècle avec là aussi une amélioration des rendements agricoles et à une expansion du territoire vers le sud puis vers l'ouest. La troisième, enfin, démarre dans les années 1950. Elle est le résultat de la baisse de la mortalité infantile et de la hausse de l'espérance de vie. On est alors au début de l'ère Mao Tse-tung qui généralise l'accès aux soins et à l'éducation. Eh bien, en quelques années, la population chinoise s'envole. Elle est aujourd'hui 2,5 fois plus nombreuse qu'en 1950 et elle devrait continuer à augmenter jusqu'en 2030. Elle représentera alors 15% de la population mondiale, soit 1,4 milliard d'habitants. Le chiffre est d'autant plus impressionnant que 90% de cette population appartient au même groupe ethnique, celui des Han, du nom d'une dynastie du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et à cette origine commune correspondent une écriture, une histoire, donc une civilisation commune qui renforce un sentiment national très prononcé. Maintenant, comment cette population occupe-t-elle le territoire? On voit apparaître 2 grands ensembles géographiques. Une moitié ouest enclavée, constituée de zones désertiques comme le désert de Gobi, de hauts plateaux comme au Tibet et les chaînes montagneuses de l'Himalaya. Autrement dit, des terres arides, difficiles à cultiver, à aménager et donc avec assez peu de peuplement. Et une moitié est, qui bénéficie à la fois de la fertilité des grands bassins fluviaux, comme celui du Yangtze, et d'une longue façade maritime. Eh bien, à cette géographie physique correspond parfaitement celle du peuplement. Sur cette carte, les 22 provinces chinoises sont classées en fonction de leur poids démographique, avec en plus foncé les provinces qui comptent plus de 60 millions d'habitants, et en plus clair celles qui en ont moins de 15 millions. Alors on voit bien que la Chine est beaucoup plus peuplée dans sa moitié est. Et de son côté, la Chine de l'Ouest, qui constitue environ la moitié de la superficie du pays, ne représente que le 10e de la population. Et pourtant, c'est justement dans ces provinces que vit la plus grande part des minorités non-Han, dont certaines sont autonomistes, comme au Tibet ou au Xinjiang. Ces provinces de l'Ouest sont aussi les plus pauvres sur le plan économique. Elles font aussi frontière avec l'Inde, avec les républiques musulmanes d'Asie centrale et avec la Russie. On a donc ici des régions peu chinoises sur le plan historique ou ethnique,
mais qui sont centrales sur le plan stratégique et donc cadenassées sur le plan politique. La carte de la densité de la population au kilomètre carré souligne, elle aussi, le déséquilibre de sa répartition. D'ici quelques années, elle pourrait bien devenir celle des pénuries d'eau. Car avec seulement 7% des réserves mondiales d'eau douce, la demande dépasse largement les ressources disponibles. Au rythme actuel, les nappes phréatiques des plaines du Nord, qui alimentent les grandes villes comme Pékin ou Tianjin, seront épuisées dès 2035. Eh bien, cela nous amène justement à l'urbanisation de la population chinoise. Voici les principales villes de plus de 1 million d'habitants. La Chine en compte déjà plus de 100 et leur nombre ne cesse d'augmenter. 40% de la population chinoise vit en ville en 2008, soit 2 fois plus qu'en 1982, et en 2030, ce sera même 60%, soit 850 millions de personnes qui habiteront en ville. Et derrière ces chiffres, il y a la demande en eau potable, en logement, en équipement sanitaire ou en transport. Il y a aussi la pollution. Selon un rapport sur le coût de la pollution en Chine, publié par la Banque mondiale en 2007 et censuré par les autorités chinoises, la pollution de l'air et de l'eau serait responsable du décès prématuré de 750 000 personnes pour la seule année 2006. Voyons enfin 2 éléments qui vont compléter ce portrait de la population chinoise, sa structure et son évolution. Voici la courbe d'évolution de la population chinoise selon les prévisions des Nations Unies pour les années 2010-2050. D'après ces projections, la population chinoise augmente jusqu'en 2030 avant de décroître lentement. Analysons cette courbe dans le détail. On voit là la part des moins de 15 ans qui ne travaillent pas encore, celle des 15 à 65 ans, c'est-à-dire la population active, le 3e âge, entre 65 et 80 ans, puis le 4e âge. Et si on s'arrête sur la situation actuelle, on voit que la part des personnes âgées et des jeunes réunis est extrêmement faible par rapport à la population active. Et cette structure démographique permet d'expliquer à la fois l'essor, la stabilité et la fragilité future du pays. L'essor est économique. Il s'appuie sur une main-d'œuvre abondante, à la fois mobile et bon marché, et puis sur un marché intérieur très important. La stabilité est politique. Elle repose sur la hausse du niveau de vie des classes moyennes et supérieures que Pékin doit garantir pour maintenir son régime autoritaire. Et la fragilité est sociale car, en l'absence de système de retraite,